Une nouvelle édition de Stratégie sur votre chaîne de télévision. Ce mois, nous parlons de l'agro-industrie au Cameroun. État des lieux, la formation en marge, mais également la contribution de ce secteur à la croissance économique de notre pays. Pour évoquer tous ces sujets, mieux les comprendre, un expert invité, grand témoin, Lucien Ntamak-Mahop est vice-président du Centre technique de l'industrie agroalimentaire CTA Cameroun. Nous le recevons sur ce plateau, mais d'abord le sommaire. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Issue d'une grande famille, cette étoile est née pour briller très tôt. Talentueuse et ancrée dans son époque, elle passe une riche adolescence mouvementée. Dotée d'une voix caressante qu'elle n'a cessé de parfaire, elle fait le bonheur de ses auditeurs. Face à l'épreuve, elle a fait de son fardeau un cadeau du ciel. Passionnée et ambitieuse, son savoir-faire l'a emmenée au-delà de son pays natal. Aujourd'hui, directrice de sa propre société de production, elle a la voix qu'on aime entendre. Elle est la master, Laura Dave. Ayez lui, l'endurance, la passion, et vous ferez une place au soleil. Stèle longuement brassée pour une maturité parfaite. Au sommet du magazine de l'économie actuelle et dans ce numéro, nous vous entraînons au cœur de la grosse machine agro-industrielle au Cameroun. 11% du produit intérieur brut, 33% de la production industrielle pour plus d'1 million de personnes employées. État des lieux, enjeux et défis du secteur de l'agro-industrie, nous étions à la rencontre du Club Afrique Développement à Douala. Sur l'une des branches des mesures incitatives et d'accompagnement de l'agro-industrie contenu dans le plan directeur d'industrialisation du pays PDI, niché en bonne place le développement d'une agriculture de seconde génération. Nos reporters sont allés dans les classes et les plantations de l'Institut agricole d'Obala, un creuset de la formation d'une nouvelle génération d'agriculteurs. Et pour en parler, Bertrand Didier Bouga reçoit sur son plateau Lucien Ntamak-Mahop, vice-président du Centre technique de l'industrie agroalimentaire au Cameroun. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Lucien Ntamak-Mahop, bonjour. Bonjour mon cher. Et bienvenue sur le plateau de Stratégie. Merci, merci. Nous vous avons invité ici en votre qualité de vice-président du Centre technique de l'industrie agroalimentaire CTA Cameroun, une structure récente, nouvelle, mais vous êtes un expert de ces questions-là. C'est pour ça que vous êtes notre invité, grand témoin pour cette édition de Stratégie que nous consacrons à l'agro-industrie. Alors, Monsieur le Président, d'un mot, comment avez-vous accueilli cette invitation de la rédaction de Stratégie à évoquer avec nous et nos invités cette problématique de l'agro-industrie au Cameroun? Écoutez, en tant que vice-président du Centre technique agroalimentaire, je l'ai accueilli de manière naturelle, à savoir que des programmes comme celui que vous présentez sont des programmes à haute valeur ajoutée et qui demandent une certaine lecture de notre part. Bon, en tant que spécialiste des questions d'intelligence économique et de stratégie, c'est également naturel que nous puissions venir vers vous pour vous apporter certains éclairages. Autrement dit, en tant qu'individu, c'est toujours une aussi belle surprise d'être invité
dans des programmes aussi prestigieux que le vôtre. Je vous en remercie. Je rappelle effectivement pour nos téléspectateurs que le CTA est récemment mis en place et que vous êtes donc là un peu cueilli au vif par la rédaction de stratégie en votre qualité de vice-président. Mais dites-moi, vous avez une expertise avérée en matière de veille stratégique, en matière d'intelligence économique et donc le secteur agricole camerounais, agro-industriel précisément, vous le connaissez, vous le suivez. Quel est son potentiel? Quel est l'état des lieux que vous en dresseriez, vous, Lucien Ntamagma? Écoutez, l'état des lieux du secteur agro-industriel, il est très simple. Nous sommes dans une zone où 20% du potentiel agricole seulement est exploité. Vous avez 65% des emplois qui sont dédiés à l'agriculture et vous avez à peu près, selon les chiffres, 15% seulement du potentiel en tant qu'agro-industrie qui est mis en place au Cameroun et dont le potentiel est énorme et les entraves sont également nombreuses pour l'instant. On va évoquer tout cela dans le cours de ce magazine, mais d'abord on peut insister sur l'agroalimentaire. C'est un segment important dans cette chaîne de l'agro-industrie. Quelle est la lecture que vous en faites, mais précisément quel va être le rôle que va jouer le CTA pour booster l'agroalimentaire, si je peux m'exprimer ainsi? Dans l'agroalimentaire, il faut dire que la branche agriculture représente le maillon essentiel de l'agroalimentaire. Si sur le plan de l'agriculture, nous n'avons pas la production nécessaire pour répondre, n'est-ce pas, à l'offre, à la demande, en termes, la demande intérieure et la demande sous-régionale, il est impossible que nous ayons un secteur agroalimentaire dynamique. Donc on parle de la production, mais on parle également des facilitations à la transformation, et également de la formation des acteurs. Le Centre technique agroalimentaire a pour vocation, entre autres, d'apporter les outils nécessaires à la bonne qualité, à la normalisation des produits agricoles qui en sortiront de ce pays, à la formation des acteurs qui souhaitent rentrer dans ce secteur-là et à la mise en update des acteurs déjà existants sur le secteur. Donc, en fait, le Centre technique agroalimentaire a vocation à booster réellement le secteur agroalimentaire de cette agro-industrie-là du Cameroun. Alors, d'un mot encore sur le CTA, un organisme public-privé, si j'ai bien lu, bien préparé cette émission. Vous êtes, vous, du secteur privé. Vous pensez que cette association, cette mise en commun des efforts du public et du privé va permettre, avec l'appui de l'ONUDI, je pense, donc il y a des financements extérieurs, d'organismes internationaux, est-ce que tout cela va permettre au CTA de mieux s'épanouir et de lever les obstacles que nous venons d'évoquer ensemble? Le CTA n'est pas... peut-être pas la panacée au décollage total de notre agro-industrie, notamment l'agroalimentaire, mais ça fait partie des outils mis en place par les pouvoirs publics, notamment l'État. C'est l'État qui impulse la politique économique du pays et on ne peut pas développer le Cameroun sans créer des champions, sans associer les entrepreneurs et sans associer le secteur privé. Et donc l'initiative du ministère de l'économie, de la planification à travers M. Louis-Paul Motazé était fort salutaire du fait d'impliquer les acteurs du secteur privé et de leur mettre face à leurs responsabilités. D'où la forme aujourd'hui du CTA qui est un groupement d'intérêt économique, un GIE, où les différentes parties non exhaustives, bien sûr, du secteur privé ont été mises à contribution dès la création et maintenant l'administration de tout cela. Maintenant, les fonds disponibles, ce sont des fonds publics qui viennent bien sûr de la coopération avec l'Union européenne, l'ONUDI, mais également de la trésorerie de l'État. C'est une implication forte des pouvoirs publics et qui met face à ses responsabilités les acteurs privés pour le développement de ce secteur-là. Et nous saluons fortement cela. Nous allons à présent parler des opportunités à développer dans le secteur de l'agro-industrie, puisque c'est un véritable terreau de la prospérité économique de notre pays et l'agroalimentaire représente ici le degré le plus élevé du secteur de par ses industries. Au Cameroun, ce secteur occupe une place très importante dans le nouveau plan d'industrialisation du pays. Enjeux, potentiel et contribution de l'agro-industrie à la croissance économique du Cameroun, c'est dans ce reportage que signent pour nous Arnold Dahl et Anissé Simon. Avant toute chose, il convient tout d'abord de présenter le tableau de bord du secteur agro-industriel au Cameroun. Il affiche au compteur 16 branches, représentent 11% du produit intérieur brut et 33% de la production industrielle. D'après le dernier recensement général des entreprises, sur les 12 000 entreprises du secteur secondaire, près de la moitié relève de l'agro-industrie pour plus d'1 million de personnes employées, soit 11% de la population active. L'agroalimentaire
représente le degré le plus élevé du secteur de par ses industries, du poisson et de la viande, du travail des grains et des produits amylacés, industrie du cacao, du thé et du sucre, fabrication des produits à base des céréales, industrie du lait, des fruits et légumes, industrie du tabac, industrie des boissons. Au fait, l'agro-industrie représente le maillon non agricole dans la chaîne de valeur agroalimentaire. Elle est aussi présentée comme un terreau de notre prospérité économique. Cependant, son développement est encore entravé par bien d'obstacles liés à la production agricole, aux infrastructures et à la fourniture énergétique par exemple. Qu'à cela ne tienne, les investissements affluent et les usines se multiplient. Le secteur agro-industriel a d'ailleurs fait l'objet des rencontres du Club Afrique Développement en juin dernier à Douala. Quel en est l'état des lieux? Quels sont les défis du secteur et comment peut-il contribuer efficacement à la croissance économique du Cameroun? Nous avons rencontré des institutionnels, experts et acteurs. Au plan de la nature elle-même, le vaste potentiel forestier du Cameroun est là. Il y a la pédologie des sols, la qualité des sols. Puis en termes d'investissement, il y a cet environnement institutionnel et normatif qui fait que aujourd'hui on peut investir au Cameroun, on peut investir avec les sécurités juridiques et l'accompagnement également institutionnel nécessaire. Quand on y ajoute, c'est la cerise sur le gâteau. Toujours au chapitre du potentiel et des atouts du Cameroun, le ministre du Commerce ajoute à ce cité précédemment une ouverture sur le marché local et international. Quand on investit, notamment dans l'agro-industrie c'est quoi? C'est la consommation, c'est des produits alimentaires. On investit, c'est parce qu'on vise un marché. Le Cameroun est l'un des rares pays dans la sous-région de par son approche partenariale en termes de politique. Le Cameroun est l'un des rares pays à disposer d'un marché intérieur. J'appelle cela le marché intérieur. Marché intérieur, pourquoi? Parce que c'est un marché où vous accédez, j'allais dire, toutes portes ouvertes, sans entrave, sans restrictions quantitatives, sans obstacles tarifaires et douaniers. C'est le marché, en premier lieu, de la sous-région, de l'Afrique centrale, le marché de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et quand vous y ajoutez donc les différents accords qui ont été conclus par le gouvernement camerounais, notamment ce fameux accord de partenariat économique avec l'Union européenne, c'est 500 millions d'habitants. Cet accord a la spécificité qui nous ouvre. Il ouvre à l'espace aux producteurs camerounais, aux créateurs de richesses au Cameroun. Il ouvre l'accès à ce vaste marché européen, 500 millions d'habitants. Nous n'avons pas, nos opérateurs n'ont pas besoin de payer de droits de douane, n'ont besoin d'aucune formalité spéciale, en dehors du fait que le produit est estampillé origine Cameroun. Donc, c'est un autre espace intérieur. Et nous sommes éligibles, le Cameroun est éligible à la GOA, la loi américaine, sur les opportunités d'affaires en Afrique. Le marché américain, c'est 330 millions de consommateurs. Nous avons une ligne de 6200 produits qui peuvent rentrer sur le marché américain. Tous ici chantent à l'unisson le potentiel naturel du Cameroun. Proté Ayangma, président du mouvement patronal ICAM, est tout aussi d'accord, mais embraye dans les plantations des défis à relever. Des terres arables qui ne sont utilisées qu'à 30%, n'est-ce pas, de leur capacité. Une main-d'œuvre qui est abondante. C'est d'ailleurs assez paradoxal qu'on parle de chômage, n'est-ce pas, alors que le potentiel agricole reste tout à fait entier. Il y a le défi de l'accès au foncier, ce n'est pas aussi évident qu'on le pense. Il y a le défi de la mécanisation. Il y a le défi des financements.
Pourtant, les débouchés ne manquent pas. Il faut savoir que malheureusement, l'agro-industrie contribue au déficit de la balance de paiement. On vous a encore rappelé les chiffres, c'est-à-dire que nous exportons pour près de 375 milliards, nous importons pour plus de 1000 milliards. Donc c'est ça le véritable défi, d'abord rééquilibrer et puis devenir un pays exportateur. Malgré la fertilité du secteur, les PME ne s'y portent pas tout aussi bien. Des entraves à leur floraison sont nombreuses. Elles ne se portent pas bien parce qu'elles ont un gros problème, c'est le problème du financement. C'est le problème de l'accès aux intrants. C'est le problème des outils de production. Et c'est ça le véritable problème parce que on a commencé par une agriculture vivrière qui faisait vivre. Et puis l'agriculture de rente, surtout par les grosses exploitations industrielles. Il manque ce segment intermédiaire qui est la PME. C'est-à-dire quelqu'un qui peut avoir une exploitation d'une centaine d'hectares, de 200 hectares, à côté des exploitations comme la CDC. Il faut une certaine masse critique également pour la PME. Sinon, si vous cultivez 10 hectares, ce n'est pas suffisant. L'agriculture doit constituer un maillon fort dans le développement de l'agro-industrie. Cependant, malgré les atouts naturels, son industrialisation traînerait à prendre corps. Christophe Equin, président de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, a fait un exposé à ce sujet à l'introduction de la rencontre. Le secteur agricole au Cameroun est à peu près comme le secteur agricole en Afrique en général. C'est-à-dire c'est un secteur qui est un peu, je dirais, pas très expansif par rapport à ce qu'on pourrait attendre, des potentiels qui existent au Cameroun. Nous avons présenté ici de manière entonnoir ce que c'est que le monde en matière agricole, l'Afrique et le Cameroun en particulier. Alors pour revenir donc sur le cas du Cameroun, je veux dire que le Cameroun est aujourd'hui un pays nanti, béni même, qui a des potentiels agricoles insoupçonnables. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse mettre en place, qu'on puisse continuer à mettre en place des mesures que le chef d'État a commencé à mettre en place et qui aujourd'hui restent sous-tendues à la mise en place de terres agricoles, à la disponibilité des privés, des secteurs publics ou des secteurs privés qui veulent investir dans ce secteur-là, de manière industrielle. Et faire en sorte que l'industrie agroalimentaire devienne notre, je dirais, notre force. Quand on va au supermarché, on trouve qu'à peu près 70%, sinon 80% des produits agroalimentaires sont importés, ce qui n'est pas normal. Nous avons parlé de 3 acteurs, le gouvernement, le secteur privé et la population, ceux qui consomment en fait. Il faut réunir ces 3 éléments et chacun a son rôle à jouer. L'État est en train de jouer son rôle dans la construction, la mise en place des grands barrages qui vont permettre de faire un peu en sorte que notre agriculture ne dépende plus de la saison pluviale, mais qui dépend un peu de l'irrigation, point par point, etc. Mettre en place des banques, comme la banque agricole, qui puissent se permettre de financer le secteur agricole, qui a un autre financement, un autre type de financement, qui n'est pas le financement classique de fonds de roulement, où des banques commerciales sont vraiment arrimées dessus. Il faut également mettre en place des possibilités de communication, de telle manière que le paysan puisse, à travers sa plantation, son village, si je peux dire ainsi, être informé de tout ce qui se passe dans le pays sur le plan agricole, à partir de son élément de télécommunication et d'information. Voilà un peu ce que je peux résumer rapidement pour dire ce que l'État peut faire. Et nous, le secteur privé, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est d'abord d'exploiter les résultats des recherches qui se font dans les écoles. Nous sommes en train de le faire au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, de mines et de l'artisanat du Cameroun. Nous avons travaillé avec les universités de Tchang et de Marawa, je pense, et de Gaoundéré. Et dessus, nous sommes très avancés. Il faut que le secteur privé également puisse s'adapter à la consommation locale. Des plantations aux usines, le grand écart est tout de même source de frustration. Les masses bénéficiaires sont disparates, les agriculteurs voient le problème ailleurs. Voici Elissa Bon et Couteau,
vice-présidente à la section agriculture de la Chambre d'agriculture, des pêches et des forêts du Cameroun. Pour elle, nul besoin de claironner sur les problèmes de la mécanisation de l'agriculture. Elle pose le problème autrement. Si les industriels ne jouent pas franc jeu avec les coopératives agricoles locales, ça ne servira à rien. Donc la difficulté et le message, la question que je pose à ces agro-industries est la même. Quand vous achetez le cacao, pour un exemple, à 500 ou 600 francs, voire 1000 francs, que vous le revendez une fois transformé à 35 000 francs, pas le kilo bien sûr, puisqu'il faut 12 kilos de cacao pour faire 1 litre de beurre de cacao qu'on revend au minimum à 35 000. Alors que les 12 kilos, nous les avons achetés à moins de 10 000. Est-ce que l'usinier ne peut pas ajouter quelque chose à ce planteur pour qu'il continue de livrer ce cacao? C'est tout ce que je demande. Ces industriels doivent nous dire, est-ce que c'est la terre qui les intéresse ou est-ce que c'est la matière première pour qu'ils vont transformer dans leurs usines? Et si tel est le cas, alors qu'ils posent le véritable problème de la matière première. Qu'on laisse tomber les problèmes de terre agricole. On ne va pas délocaliser des populations qui ont de la terre, qui travaillent sur cette terre, qui vivent de ce qu'on appelle une exploitation familiale pour venir encourager l'industrialisation sauvage. En France, on cite toujours l'exemple de la France. En France, personne ne peut acheter une terre agricole là-bas parce que c'est de génération en génération. En Italie, c'est pareil. Pourquoi l'Italie résiste à la crise? Parce qu'ils ont développé ce qu'on appelle l'entreprise familiale. D'accord? Donc, il y a une répartition des richesses qui est équitable. L'industriel, s'il gagne 100 francs, il doit comprendre que ce producteur qui va lui livrer la matière première doit aussi gagner de l'argent. Mais vous avez aujourd'hui des industriels qui bénéficient des appuis de l'État parce qu'ils n'en parlent jamais. D'accord? Ils bénéficient de l'appui de l'État, des incitations qui sont mises en place, mais n'ont pas le courage de venir acheter localement. Et puis on va vous montrer des machettes téléou. Mais les machettes téléou, c'est le jardinage. Nous avons aujourd'hui des producteurs agricoles qui ont des motoculteurs, qui ont des tracteurs. Quand ils importent l'huile de palme de Malaisie, je comprends. Ils ont des industries à faire tourner. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait depuis plus de 15 ans aujourd'hui pour commencer à organiser les coopératives? Si on dit à ces industriels-là que acheter progressivement dans les coopératives agricoles, 5% par an, 10% la deuxième année, 15% la deuxième année, on va créer des emplois. Ce n'est pas forcément des emplois fermiers parce qu'on parle d'une exploitation agricole. C'est les comptables, c'est les ingénieurs agricoles, c'est des professionnels. On ne parle pas de celui qui n'a pas fait d'études et qui ne sait pas de quoi on parle. L'agriculture est une affaire de professionnels. Madame Ban et Couteau possède des exploitations agricoles, mais excelle également dans la transformation du café. Du haut de son expérience, elle est convaincue que les industries peuvent faire mieux. Elle a expérimenté une autre approche et trouve aussi bien son compte. Le sac de 100 kg non décortiqué qui était acheté à 10 000 francs chez le planteur s'achète aujourd'hui par mon entreprise à 35 000 francs. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'en transformant le café, en le mettant dans les supermarchés, j'avais une plus-value plus qu'honorable. Je gagnais très bien ma vie et donc je ne voyais pas pourquoi je ne devrais pas augmenter le prix d'achat aux planteurs. Donc raison pour laquelle de 10 000 francs on est passé à 35 000 et moi je gagne très bien ma vie, eux ils gagnent leur vie et ça leur permet d'avoir un peu plus de moyens pour relancer la production. Une bouture de solutions mises en terre. Cependant, les champs de financement de l'agriculture sont également à défraîchir. Louis Ndi a fait le déplacement d'Oubala pour assister à cette rencontre. Il est le directeur de l'Institut agricole d'Oubala. L'un des défis que rencontre l'agriculture d'abord, avant l'agroalimentaire, ce sont les financements. Toutes les banques qui se sont hasardées dans le soutien, dans le financement des activités agricoles ont fermé. D'autres banques qui sont annoncées par le gouvernement n'ont pas encore vu le jour. Les banques qui fonctionnent actuellement ont peur de financer des activités agricoles qui sont saisonnières. Et presque aucune banque ne va financer un champ. Et quand les champs ne sont pas financés, les agro-industries ne sont pas fournis en matières premières et tout le système est presque bloqué.
Dans tous les cas, l'agro-industrie ne marchera jamais au Cameroun tant que le producteur de base n'est pas soutenu. Je vais tout simplement dire qu'on peut prendre un exemple aussi simple. Hein. On a créé une usine de manioc, de transformation de manioc à Ebolova, je pense. Mais cette usine qui a été créée à Ebolova n'a jamais fonctionné parce que les producteurs n'ont jamais fourni 1 kg de maïs à cette usine. Effectivement, ces usines qui sont des éléphants blancs, alors qu'on n'a pas préparé d'abord les fondations qui sont pour moi l'agriculture de base. Donc l'agro-industrie au Cameroun ne peut fonctionner que si l'agriculture de base, si le producteur de base est soutenu, et c'est ce dernier qui va fournir la matière première à l'entreprise agro-industrielle. Et à mon avis, c'est un ensemble, c'est une chaîne. Et quand un maillon de cette chaîne est grippé, c'est tout le système qui est grippé. Vu du côté des industriels, l'urgence est ailleurs. Célestin Tawamba est un acteur majeur du secteur agroalimentaire au Cameroun. Il est à la tête d'un ensemble d'entreprises opérant dans l'agroalimentaire et la pharmaceutique. Son groupe Cadiz Invest pèse à ce jour pour près de 55 milliards de francs CFA pour près de 1200 employés. L'industriel se souvient encore de ses débuts et de son point de vue, le trop-plein de produits sur le marché des pâtes alimentées par exemple est un problème dans son secteur d'activité. Il y a une dizaine d'années, quand j'étais dans le secteur de l'industrie, quand j'analysais ce marché, il était porteur. Il y avait à peine 5 opérateurs. Il y avait le marché. Nous avons augmenté les capacités. Aujourd'hui, on est parmi les leaders dans ce secteur, tant mieux. Mais c'est un secteur effectivement où l'économie de marché fait que tout le monde peut tout faire. Aujourd'hui, on est dans un secteur en surcapacité de production. On a 11 unités de production dans la transformation de blé. Au Cameroun, c'est plus que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana réunis. Et pour vous dire, seulement au Nigeria où il y a 120 millions d'habitants, il y a 5 unités qui transforment le blé. J'ai dit que le Cameroun, justement, devrait pouvoir, au-delà, même en épousant l'économie de marché, quand même réguler un peu le marché, orienter les investissements. Et c'est l'un des problèmes justement que nous avons, c'est que ce secteur aujourd'hui détruit la richesse, détruit la marge. Je parle sous le couvert des impôts qui ont reçu les DSF. Ces 2 dernières années, ils ont vu que les chiffres d'affaires ont baissé, mais justement parce qu'il y a de concurrence énorme dans un secteur où tout le monde peut venir s'installer alors qu'on n'en a pas besoin. Les entreprises s'installent de manière libérale, c'est la libéralisation, mais seulement l'État doit jouer son rôle de régulateur, d'orienter les politiques. Vous avez aujourd'hui des firmes étrangères qui viennent, je ne veux pas les citer, mais on les connaît, qui bénéficient de nouveaux avantages dans ce secteur-là et qui justement, je ne veux pas dire la machine de blanchiment est très forte, voilà, qui s'installe parce qu'on doit certainement blanchir, mais on ne comprend pas les prix auxquels ils pratiquent. Ce sont des prix qui défient toute concurrence. Nous avons d'ailleurs dénoncé cela auprès du ministère du Commerce et nous attendons, nous espérons que le comité de compétitivité et de lutte contre la concurrence déloyale va pouvoir se saisir de ce dossier et donner raison au secteur minier qui est structuré, qui est organisé et qui n'est pas là pour, je vais dire, détruire la valeur. Parce que lorsque vous détruisez un secteur où il y a les prix qui baissent, il faut s'inquiéter. C'est bien peut-être pour le consommateur, mais c'est mauvais pour le réinvestissement. Ça, c'est une réalité. Et là, on se rend compte que depuis quelques mois, quelques années, les prix dans le secteur, notamment de la farine, baissent énormément, baissent beaucoup plus vite que la baisse des cours des blés. Cette rencontre du groupe Afrique Développement, organisée avec l'appui du groupe Adi Diariwafa Bank, est donc le lieu de fédération des acteurs au travers des mises en relation et des mises en réseau. Il y a 2 apports en fait que nous pouvons apporter au Cameroun, que le groupe Adi Diariwafa Bank pourrait apporter au Cameroun. La première, c'est de mettre certains Camerounais qui sont intéressés par le secteur
en contact ou en contact avec des partenaires étrangers. Dans certains pays, il y a une certaine expertise qui est très honorable, qu'on pourrait éventuellement exporter vers d'autres pays comme le Cameroun. Je prends par exemple les conserves alimentaires. Il y a beaucoup de pays comme le Maroc, comme l'Espagne, où ces industries sont très développées et il y a une expertise, une expérience qui pourra être exportée facilement au Cameroun. Deuxième volet, c'est justement le partenariat, aider le pays à trouver son chemin dans un monde où la concurrence devient de plus en plus rude. Et donc justement d'aider à réfléchir, enfin d'aider le pays à réfléchir sur le sujet et de choisir les meilleures manières de développer son potentiel agricole et son potentiel industriel. L'agro-industrie occupe également une place centrale dans le nouveau plan directeur d'industrialisation du pays. Son caractère structurant au niveau de l'emploi, de la croissance et de la sécurité alimentaire, conjugué au potentiel dont regorge le pays, en font néanmoins une priorité si l'on s'en tient à la batterie des mesures incitatives mises sur pied. Cependant, des plantations à la case de consommation, il y a toute une forêt d'obstacles à défricher. Lucien Tabak-Maroc, vous parlez là de produits vivriers que l'on importe pour apporter au Cameroun. Pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas du secteur, qui n'ont pas toutes les informations, vous venez d'expliquer un peu, mais ils peuvent trouver cela très grave. Qu'est-ce qui explique que l'on importe des produits vivriers alors que nous avons tout le potentiel que vous avez évoqué et que l'on a vu dans le reportage qui a précédé cet entretien? Alors, si nous prenons le secteur agricole, les agriculteurs camerounais, qu'est-ce qu'ils produisent? Il y a une agriculture de subsistance, mais il y a surtout une agriculture des produits de rente. Lorsque vous traversez la Sanaga et que vous allez dans les plantations du centre ou du littoral du Cameroun, la plupart des agriculteurs, une fois que la saison de cacao est terminée, ne cultivent plus rien. Bon, ils attendent un revenu une fois par an, alors que le potentiel des terres arables leur permettrait d'avoir 4 productions différentes à l'année. Ce qui fait que le gros de la production au Cameroun, c'est une production de rente et non une production de consommation. Si vous ajoutez à cela la demande sous-régionale, à savoir que tous les propriétaires ou la plupart de champs, comme on appelle communément, exportent vers la sous-région parce que ce serait plus rentable avec les Gabonais, les Congolais qui viennent aux frontières avec des camions entiers qui traversent. Et finalement, la demande intérieure n'est pas satisfaite. Des productions comme le riz, la balance des paiements, la balance commerciale, elle est déficitaire. Nous importons le riz et pourtant nous avons des champs de riz et nous avons un potentiel pour la culture du riz. Et peut-être parce que une fois qu'on a le potentiel, il faut passer à la phase d'industrie, il faut mécaniser notre agriculture. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est la solution? On parle d'agriculture de seconde génération. Même avant la mécanisation, il faudrait déjà qu'on éduque, qu'on forme les agriculteurs locaux à la culture des produits de consommation courante et à la vente, à la commercialisation de leurs propres produits et qu'on leur donne l'accès par les routes. Mais dites-nous, est-ce que quand on lance ce que certains considèrent comme un slogan, agriculture de seconde génération, on est quand même sur la voie? L'agriculture de seconde génération, lorsque vous ouvrez le Larousse ou le Robert, vous n'y trouverez aucune définition. Je le regrette. Lorsqu'on parle de seconde génération, c'est simplement parce qu'il y en avait une première. Quelle était notre agriculture à la base? Elle était ce qu'elle est encore aujourd'hui. À savoir ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, on ne va pas revenir dessus. Maintenant, qui parle d'agriculture de seconde génération, parle d'abord de production, parle de consommation locale. Il faut satisfaire la consommation locale, il faut apporter les intrants agricoles au plus grand nombre et non à tête chercheuse. Il faut apporter le matériel agricole parce qu'on a l'impression que lorsqu'on parle de seconde génération, on passe de la houe à la machine. Il ne s'agit pas que de ça. Oui, on voit la mécanisation. Non, il ne s'agit pas que de mécanisation. Il s'agit de la vulgarisation des métaux, de la vulgarisation des intrants agricoles
et également de l'augmentation de la satisfaction de la demande intérieure en matière de consommation. Et le pouvoir d'achat, quel est le pouvoir d'achat d'un agriculteur aujourd'hui au Cameroun? On vient d'évoquer le fait que tous sont tournés vers des produits de rente. Après le mois de mars, d'avril, ils n'ont plus rien. À la rentrée, vous avez ce qu'ils appellent dans le jargon des cacaoculteurs, des coxeurs qui passent, qui leur donnent un peu d'argent. Si le prix du cacao est à 900 francs, ils vont l'acheter, ils vont le vendre à 700 francs parce qu'ils n'ont pas le choix, il y a la rentrée scolaire. Donc l'agriculture seconde génération, c'est également assurer des revenus à ces agriculteurs. Et assurer des revenus à ces producteurs, c'est les former, les éduquer aux méthodes et leur apporter les intrants nécessaires, mais vraiment de manière vulgaire. Et on peut constater également, parce que ceux qui vous suivent en ce moment se souviennent qu'en début d'émission, nous avons rappelé que vous êtes vice-président du CTA. Ils peuvent se dire que c'est un outil de plus mis en place. Mais moi, je vous pose la question autrement. Quel est le rôle que vous allez jouer à ce niveau pour que notre agriculture passe au stade de l'industrialisation que nous souhaitons tous? Le CTA, le Centre technique agroalimentaire, est un outil de plus, mais est un outil indispensable. C'est peut-être par là qu'on devait commencer. Mettre en place un CTA, lui doter de moyens. Alors, dire ce que le CTA va faire, j'attends déjà que les moyens qui nous ont été octroyés viennent définitivement dans notre plateau, parce que ce n'est pas encore le cas. Maintenant, quelle est la stratégie du CTA pour permettre à ces agriculteurs de se développer? C'est déjà en collaboration avec les instituts de recherche et développement qui existent, comme l'IRAD, comme le Centre Pasteur. Le CTA, ce n'est pas un outil, on va tout y mettre, ce n'est pas un outil de plus. C'est un outil qui rentre en fait dans une chaîne d'outils à disposition des producteurs locaux. Et nous avons entamé déjà une campagne à travers le Cameroun qui va aller des 4 coins du pays afin d'identifier la plupart, sinon tous les acteurs qui produisent et transforment, ou alors produisent et souhaitent transformer. Ce que nous allons apporter de manière concrète, c'est la méthode et la méthodologie. C'est également l'accès à certaines études dont ils ne peuvent disposer en l'état actuel des choses. L'accès également aux tests, l'accès également au laboratoire. Ça, ce sera déjà un départ dans les 3 années que nous sommes fixés. Merci. Vous avez évoqué avec nous il y a quelques instants la question de la formation. Elle est essentielle lorsque l'on parle de mise en marche de l'agriculture de seconde génération. Parmi les mesures incitatives mises sur pied pour booster l'agro-industrie dans le nouveau plan d'industrialisation du pays, se situe en bonne place le développement de l'agriculture. Une agriculture de seconde génération notamment, basée sur une mécanisation accrue. Nos équipes se sont rendues dans l'un des centres de formation créés à cet effet, l'Institut agricole d'Obala. Là-bas, la formation d'une nouvelle génération d'agriculteurs est en marche, comme nous pouvons le constater dans ce document que nous ramènent Merveline Tapi, Brice Fotso et Arnaud Ndal. Depuis le lancement en 2008 du programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche AFOP, 42 centres opérationnels publics et privés et 11 écoles sous tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et du ministère de l'Élevage, de la Pêche et de l'Industrie animale formant aux métiers agro-pastoraux et ruraux ont été rénovés. Ils ont participé à la formation de plus de 2260 jeunes en situation post-primaire et 441 jeunes bacheliers. 7000 producteurs en activité ont bénéficié de modules de formation continue dans divers domaines de l'agriculture et de l'élevage, indique l'Agence française de développement. Au fait, comment est formée cette nouvelle génération d'agriculteurs? Combien cela leur coûte-t-il de s'auto-employer? Peut-on vivre essentiellement de ces revenus d'agriculteurs? Nous avons creusé cette problématique pour ressortir pour vous ce que la terre a de meilleur. Le cours d'anglais n'est certainement pas la leçon la mieux appréciée par ces jeunes. Nous sommes dans une des classes de terminale à l'Institut agricole d'Obala, IAO. Loin des séries scientifiques et littéraires, on parle ici de terminale agricole. Même si certains ont du mal à manier la langue de Shakespeare, ces élèves, dont la moyenne d'âge varie entre 18 et 21 ans, sont des petits génies de l'agriculture. Leur domaine d'expertise, le machinisme agricole, la transformation des produits agroalimentaires, la culture du maïs ou encore la formulation d'aliments.
Je peux déplacer un tracteur, faire certaines activités. Par exemple, si j'utilise les outils d'attelage, un peu comme je sais pas, une charrue, je peux labourer avec. Je trouve que les années que j'ai passées, c'était des années perdues parce que ce que je viens découvrir ici à Léao, c'est vraiment du nouveau. Parce que nous, avant, on savait que nos arrière-grands-parents faisaient dans l'agriculture. Mais ici, l'agriculture qu'on fait ici ne ressemble pas vraiment à ce que nos arrière-grands-parents faisaient avant. Donc c'est un peu plus développé. À ce jour, je sais faire beaucoup de choses, surtout en production végétale, en la spéculation de maïs. Oui. Je suis dans le maïs avec mes parents depuis, mais avec l'expertise que je suis venu encore ici gagner à Léao, ça me fait augmenter ma production année par année. Et cette année, j'ai décidé de faire moi-même une parcelle de 500 mètres carrés de maïs où moi-même je vais suivre pour appliquer toutes les pratiques, toutes les techniques que j'ai pu acquérir ici. En 3 ans de formation, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, moi, je suis spécialisée dans la transformation des produits agroalimentaires. Et nous avons fait, par exemple, des jus de fruits, du savon, cosmétiques, du chocolat, des brochettes de soja que tout le monde connaît bien et plusieurs autres produits encore. Mon objectif ici là est de valoriser les denrées venant de l'agriculture afin d'améliorer leur conservation et pour des utilisations futures. Parlant de transformation agricole, c'est dans cet atelier que les produits sont transformés. Le responsable des lieux, Henri Minko, est lui-même un ancien étudiant de cet institut. J'ai fait mes premiers pas ici à Léao dans le domaine de l'agriculture. Voilà, diplôme en agriculture, option transformation des produits. Et il y a de cela quelques temps, le directeur de Léao, M. Lunge, il a fait appel à moi pour que je vienne lui partager aussi ma petite expertise aux sorties d'ici. Voilà, donc je reviens comme ça pour aider la structure à davantage grandir et apporter un petit plus au niveau de l'innovation. En 9 mois, Alain Elundu, étudiant au niveau 1 en cycle de brevet de technicien supérieur, maîtrise déjà les différentes techniques de transformation du cacao. Titulaire d'un baccalauréat A4, il s'est très vite familiarisé au monde agricole, une intégration rapide grâce à un système de formation efficace. Oui, il y a toujours les journées spécialisées pour la pratique. Donc, comme par exemple les lundis, c'est réservé uniquement pour la pratique et tout le reste là, bon, c'est la théorie. Il y a les stages, les exposés, les descentes sur le terrain, il y a tout. Donc la pratique est franchement intense. Pour moi, plus particulièrement, je veux m'auto-employer, pour moi particulièrement. Donc même si je ne travaille pas en fonction publique, moi-même je peux créer ma part et employer les gens. Rosine, quant à elle, suit une formation duale. Alors qu'elle était en classe de première dans ce même établissement, elle n'a pas obtenu son diplôme de probatoire. Mais, aujourd'hui, elle est boursière du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. La formation duale consiste à former les jeunes sans ou avec diplôme pour permettant d'être capables de s'auto-employer et formant aussi d'autres jeunes. Je veux dire, ça permet de créer en d'autres thèmes, d'autres emplois aux jeunes. L'Institut agricole de Bala recrute en moyenne 500 jeunes par an. Il offre des formations professionnelles agricoles réparties sur plusieurs cycles. Nous avons des formations diplômantes, c'est-à-dire un enfant après 3 ans obtient le brevet de technicien dans le domaine agricole. Et de l'autre côté aussi, nous avons des formations qui sont dites des formations duales, où le jeune qui a un certain niveau
peut venir se former dans un domaine bien précis de l'agriculture. Ça peut être en matière d'élevage, ça peut être en matière de production végétale, ça peut aussi être en matière de transformation des produits. Donc, effectivement, après cette formation, nous allons l'accompagner sur le terrain, dans l'incubateur, pour qu'il puisse savoir comment régler les problèmes auxquels il sera confronté dans la mise en œuvre de son entreprise agropastorale. Le processus de recrutement s'opère à travers un test d'entrée préalable pour des candidats qui suivent déjà une formation, contrairement aux candidats à la formation duale. À ce niveau, effectivement, la formation a été adaptée pour qu'on puisse recevoir celui qui peut tout au moins lire et écrire la langue française. Donc à ce niveau-là, on n'a pas besoin d'avoir un niveau diplômant. Donc du coup, là on recrute sur étude du dossier parce qu'il faut aussi faire un diagnostic sur les besoins en formation du jeune. Derrière cette idée de former des jeunes aux techniques agricoles se cache un nom et un visage. Luindie. Originaire de la région du centre, il naît à Obala, département de la Léquié, dans les années 60. Ingénieur en agriculture, il fonde en 2003 l'Institut agricole d'Obala dont il est le directeur général. Pour des jeunes formés à la bonne école et prêts à l'auto-emploi, Luindie met des petits plats dans les grands. En 2012, avec le soutien de nombreux partenaires, il met sur pied un dispositif de développement de l'entrepreneuriat rural situé à Bilong, un petit village à 5 minutes de route d'Obala. Répartie sur 15 hectares de terre, cette ferme est consacrée essentiellement à la production animale. On y retrouve des bovins, des petits ruminants, des alevins et de la volaille. Plus haut, ce sont des bâtiments où nous élevons les poules pondeuses, dont la production d'œufs de consommation. Et plus bas, vous aurez les poulets de chair. Nous avons une capacité de production de 10 000 poulets de chair. Et tout en face aussi, vous aurez la production des lapins. Des lapins, donc là en face, vous voyez des poulets de chair, des bâtiments de poulets de chair qui sont là. Les poulets de chair sont dedans. Et c'est des poulets de chair. Nous avons déjà des marchés comme Casino à Yaoundé. Donc on apprend seulement aux enfants non seulement à produire, mais aussi à commercialiser, donc à chercher des marchés. Une ferme entièrement entretenue par les élèves en formation ou déjà prêts à l'emploi. Ici, ils travaillent en toute tranquillité pour parfaire leur formation. Avant la création de cet espace, les apprenants se rendaient soit à l'Institut de la recherche agricole pour le développement de Yaoundé, soit au nord-ouest ou encore dans la région du sud pour des phases pratiques. La création de cette ferme réduit les charges liées au transport et améliore les conditions de formation. Le coût d'investissement est estimé à environ 400 millions de francs CFA. Le groupe IAO est maintenant sous la tutelle de l'Université de Tchang. Ça a été l'un des mobiles qui a motivé l'Université de Tchang d'être notre tuteur. Parce que quand ils sont arrivés ici, ils ont vu tous ces ateliers, ils ont vu tous ces équipements, ils ont dit vraiment on mérite notre tutelle. La visite guidée se poursuit. Petit détour dans ce laboratoire de production pour une leçon d'alevinage. Donc ici on prend une femelle, on incite la femelle à produire des œufs, c'est-à-dire ça se passe exactement comme une femme qui prend des ovules. C'est-à-dire à un moment donné, quand tu veux bloquer ton ovulation, tu peux la bloquer. Nous, là, on incite plutôt la femelle à produire des ovules. Une fois qu'on sait que la femelle a assez d'ovules dans son ventre, on prend les mâles qu'on opère. On prend les mâles, on opère, mais on ne les tue pas. On les opère, après on va les recoudre pour les remettre dans les étangs. Donc on opère donc ces mâles. On prélève la semence, c'est-à-dire les spermatozoïdes. Et ces spermatozoïdes sont mélangés avec les ovules qu'on aurait prélevés chez le poisson. C'est-à-dire en pressant le ventre du poisson, on sort des millions d'ovules. Des millions d'ovules, c'est-à-dire en pressant son ventre.
Et avec la laitance du mâle, on pulvérise sur ces ovules et on amène tout ça ici. Et 2 jours après, tu vois comment les petits poissons commencent à tomber dans l'eau, des millions. Des installations pratiques dont le coût reste accessible pour tout jeune entrepreneur. Pour tout jeune qui veut se lancer dans tout ce qui est piscicole, ici, il a vraiment le top de ce qu'il faut pour apprendre ça. Et ça, c'est rare de trouver ça au Cameroun, ça, je ne vais pas vous le cacher. Il y a quelques stations de recherche qui ont ça, par exemple en Colbison, mais c'est très rare, de trouver ça. Et ça, c'est une petite unité qui n'a pas coûté cher, mais qui peut être adaptée. Et vous allez voir que tout est local, hein. C'est des tuyaux, ça a été fait avec l'adaptation locale. Après les étangs, nous allons à la rencontre de Florence Bogo. Étudiante en cycle d'ingénieur à l'ISAGO, elle supervise les activités de la ferme et nous fait découvrir le secteur volaille. Cet incubateur peut contenir plus de 1500 œufs. Et ces 1500 œufs sont gérés. En fait, la gestion fait l'objet de notre analyse. Quand on introduit les œufs d'ici, ici ce sont les œufs du village. Ces œufs du village durent en incubateur pendant 21 jours. Ici en haut, c'est notre système de chauffage. Le chauffage dure en fait 18 jours. Au 18e jour, on fait le transfert vers les bassines. Vers les bassines, on introduit nos œufs par là. Et le 21e jour, il y a éclosion. Ces pousseurs sont juste la mise en valeur de notre éclos. Ils ont moins de 7 heures de temps. Nous quittons la ferme de Bilon pour les plantations de Batchenga. C'est là que se déroule la phase pratique pour ce qui est de la production végétale. Ici, les femmes sont aux commandes. Adèle, elle a été formée aussi à l'Institut agricole de Bala. On est en coopération avec un groupe d'agriculteurs français qui viennent 2 à 3 fois l'an ici. Et c'est ce groupe d'agriculteurs français-là qui ont formé Adèle. Maman, elle est là, Adèle. Adèle, 25 ans, est conducteur et utilisateur de machines agricoles. Elle est le responsable de l'atelier mécanique et forme de nombreux autres apprenants, dont Madeleine, la jeune élève de terminale agricole. Cet engin a une capacité de 90 chevaux, ayant un réducteur de pratiquement 120 chevaux. Bon, en ce qui concerne les attelages, seul l'engin ne peut rien faire. Maintenant, ce sont les attelages qui nous permettent maintenant de pratiquer sur le terrain. Non seulement de la conduite, je fais aussi dans la maintenance agricole. C'est-à-dire, cet engin peut tomber en panne là, je serai à mesure de la dépanner et faire en sorte qu'elle puisse continuer à fonctionner. Alors qu'Adèle reprend le contrôle de son engin, Luindie scrute le ciel dans l'espoir qu'il ne se déchaîne. En effet, tout bon agriculteur vit à l'écoute de la nature. Né à Douala dans le confort, il a quitté ses repères afin de continuer ses études au Canada. Diplômé des meilleures écoles de ce pays, il a fait de l'indépendance financière son credo. À travers les continents et dans son Cameroun bien-aimé, son esprit d'entreprise n'a jamais failli.
Presque sans le sou, il crée Mountain Communication, un succès qui fait de lui le précurseur des événements After Work au Cameroun. Aujourd'hui incontournable dans le domaine du marketing direct, il poursuit sa vision, arriver au sommet et y demeurer. C'est un master. Il s'appelle Yannick Tanque. Ne renonçons jamais à nos rêves. Notre Afrique a besoin de nous. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite. Alors, Lucien Tamag Mahop, quand vous voyez là, on était à Obala, on évoque les questions de formation. On peut constater qu'il y a l'IAO aujourd'hui à Obala, il y a la phase à Ngaoundéré, je pense de CRA et Bolova. Tous ces centres existent. Est-ce suffisant? Mais également, vous qui êtes expert en la matière, vous qui faites de la veille stratégique, est-ce que vous êtes intéressé au curricula de formation? Et pouvez nous dire si nous sommes, là encore je vous demande simplement, sur la bonne voie? Écoutez, sans prétention aucune, hein, vous savez, l'observation, c'est la meilleure, la curiosité est la mère en fait des sciences. Et c'est ce que nous développons. Je voudrais féliciter, une fois n'est pas coutume, féliciter le gouvernement pour la création de ces centres-là, qui en fait apportent une valeur certaine à tous les étudiants, tous les apprenants qui y accèdent. Seulement lorsqu'on s'intéresse au niveau d'accès de ces centres-là, on est en fait dans la phase Bac-2 à Bac+2, d'une certaine manière. C'est-à-dire que déjà, ça s'adresse à une certaine cible et qui n'est pas forcément la plus grande cible au niveau des agriculteurs actuels. Nous avons des jeunes qui sortent de là avec de réelles compétences. Aujourd'hui, on estime à 2600 les jeunes formés depuis 2012, 2013. 2600, c'est à peine les jeunes, une partie des jeunes de mon canton, du canton d'où je viens. Pour le pilote, c'est très intéressant, mais pour l'impact, ce n'est pas encore suffisant. Ça, c'est d'une part. Et vous remarquerez que la plupart des jeunes sont déterminés par un certain paradigme qui consiste à dire « j'ai la sécurité de l'emploi à partir du moment où je rentre dans la fonction publique ». Le taux d'employabilité de ces jeunes dans la fonction publique, il est à peu près de 50%. C'est-à-dire qu'au lieu de devenir des exploitants agricoles, ils rentrent dans la fonction publique pour devenir des experts. C'est leur vœu. S'ils ne vont pas dans la fonction publique, ils vont aller dans des instituts, en fait, pour accompagner ceux qui souhaitent l'être. Et donc, finalement, si on ne fait pas attention, on va constater qu'on a raté notre cible. Parce qu'on voulait apporter de la formation aux agriculteurs, on a apporté la formation à certains jeunes cadres urbains. Ce qui serait intéressant de faire, c'est de rentrer à l'intérieur des arrondissements, où il y a toujours un délégué d'agriculteurs, et d'apporter directement non seulement la formation, le financement, le matériel aux agriculteurs qui sont déjà sur le terrain, quel que soit leur âge. Lorsqu'on met accès terminal première, c'est déjà discriminatoire. Vous avez des gens qui font par an, Ali, 200 tonnes de cacao, qui n'ont pas le CEPE. Mais qui ont besoin de formation. De formation, de matériel. Je pense qu'il faut s'adresser à eux. Des pays comme le Rwanda et l'Inde ont grandi grâce au microcrédit. Le microcrédit, c'est de la solidarité. Hein, ce sont des charges partagées, des charges d'intérêt partagées. Et donc, c'est à l'intérieur de ces communautés-là qu'il faut apporter le matériel, la formation et l'information, nonobstant, bien sûr, la vulgarisation de ces centres qui ont vraiment de la valeur ajoutée pour les apprenants qui y arrivent. Alors là, je vous ai bien compris sur le choix, sur les profils de ceux qui sont à former. Je souscris à votre proposition. Il faut élargir, il faut prendre tout le monde et ne pas fixer de niveau scolaire pour s'assurer que nous avons des agriculteurs. Mais les jeunes agriculteurs qui se forment et choisissent de revenir dans l'administration, dans des organismes internationaux, est-ce que ce n'est pas parce que l'accompagnement n'est pas complet? Vous les formez, mais vous ne donnez pas de matériel, vous ne donnez pas de moyens. Est-ce que là aussi, il ne faut pas creuser, il ne faut pas améliorer l'accompagnement? Tout à fait. Il faut améliorer l'accompagnement, mais également, il faut améliorer le ticket d'entrée. Le ticket d'accès, c'est quoi? Si vous prenez un jeune qui a arrêté les études il y a 2 ans, qui se cherche une voie et qui accède par un moyen ou un autre, ben son seul vœu, c'est de rentrer dans un bureau, avoir un salaire. Mais si on met des critères d'accès, des pas de porte beaucoup plus contraignants, en disant il faut déjà exploiter. Si on exploite déjà ceux qui sont sur le terrain, vous êtes sûr que à peu près 100% vont retourner à la terre. Ensuite, il y a donc cet accompagnement
qui est la fourniture en matériel, qui est la fourniture en intrants et qui est la fourniture en financement. Et surtout le suivi et évaluation. Je suis amusé au moment où je vais vous poser la question parce que l'information me revient d'observation. On peut constater que souvent au Cameroun, on verra des élites, pour les nommer ainsi, des personnalités qui rentrent dans leur village. Vous parlez tout à l'heure de cantons, d'agriculteurs qu'il faut aller identifier et accompagner, pour offrir de manière ponctuelle du matériel agricole, des intrants agricoles. Est-ce que c'est une formule qui marche? Est-ce qu'on n'est pas là dans une dispersion? Je ne voudrais pas dire une distraction. Non, nous ne sommes aucunement ni dans une dispersion ni dans une distraction. Tout est bon à prendre. À partir du moment où il y a une élite qui apporte du matériel qui permet à une famille de vivre, c'est un plus. Seulement l'État devrait prendre ses responsabilités. L'État, à travers le ministère de l'Agriculture, qui a déjà lancé pas mal de programmes, je puis vous faire une confession. Moi-même, au Cameroun, où je réside depuis un peu plus de 2 ans, j'ai commencé à exploiter l'agriculture. Et à travers les programmes du Minader. Vous ne faites pas partie de ces riches qui sont dans l'agriculture? Déjà, je ne suis pas riche. D'accord. Déjà, je crois que l'agriculture est une voie. Déjà, je pense qu'en vendant mon plantain dans 10 mois, je pourrais avoir des revenus concrètement. Et certainement que vous employez des jeunes Camerounais? J'emploie des jeunes Camerounais de la zone, j'emploie des jeunes Camerounais d'ici et d'ailleurs, ponctuellement sur ce matériel. Mais également un jeune agriculteur, parce qu'en matière d'agriculture, je suis un jeune, je viens de commencer, a besoin de cet accompagnement permanent. Merci pour la précision sur la jeunesse. C'est par rapport au début, non voilà. Pas à l'âge. Rendez-vous, oui, tout à fait. Rendez-vous compte que si vous récupérez des implants, des plants de cacao ou des plants de plantain dans une région qui est à 100 km de chez vous et que vous n'avez pas la route pour amener ces implants, que le transport seul vous coûte 300 000 francs, c'est prohibitif. Alors imaginez ceux qui y sont déjà. Ils ne pensent même pas à aller chercher d'autres plants ou à créer d'autres pépinières parce qu'ils savent déjà que pour sortir avec cette production du village, ce sera un problème. Donc je reviens en disant que ce n'est pas de trop les élites qui accompagnent leur communauté. Simplement, il faudrait que cela rentre dans une politique globale et que l'État pas infléchisse tout en continuant ce qu'ils sont en train de faire. Que cela soit mieux encadré. Que ce soit décentralisé complètement à l'intérieur des arrondissements et des cantons. Il faudrait qu'il y ait vraiment des stocks disponibles, qu'il y ait vraiment des accès disponibles directement chez ces gens-là et surtout de la formation. Parce que sans formation, on a beau avoir tous les financements de la terre, on n'y arrive à rien. Vous avez parlé du ticket d'entrée lorsque nous évoquons donc précisément la formation en agriculture. Et l'on a pu voir dans ce reportage également, et dans la deuxième partie qui va suivre, on va le constater, que les femmes s'intéressent, on le sait, c'est la mamelle nourricière, la femme dans nos communautés. Elles vont également dans ces centres de formation, elles veulent apprendre davantage, elles veulent continuer à être la force productrice de nos plantations, dans notre agriculture. C'est un bon choix, c'est un choix à encadrer différemment, vous pensez? Je pense déjà que, vous l'avez dit, hein, la femme est le pivot des familles dans nos communautés villageoises et même urbaines. La femme est le pivot de la maison, c'est la femme qui va faire les arachides lorsque le cacao est fini. C'est la femme qui est capable de creuser, comme on appelle, de creuser un site de pisciculture hein, et ramener la nourriture. Et c'est ce qui se passe chez nous. Les hommes vont défricher, après ils laissent le champ à la femme. Et l'accès pour les femmes à ces centres doit être complètement ouvert, un encouragement. Mais ça doit rentrer justement dans cette politique. Il ne faudrait pas qu'il y ait des centres qui, dans quelques temps, si on ne fait pas attention, on est là dans l'anticipation, vont devenir élitistes. Quel est l'accès au CRA des Bolova? Allez vous poser des questions, allez vous renseigner. Je pense qu'il faudrait donner de la formation à tout le monde. Il faudrait ramener de la formation au sein des communautés, directement à l'intérieur des arrondissements, notamment ruraux, où on a 65% des agriculteurs. Nous allons profiter de votre expertise, Lucien Tambak-Barok, pour mieux comprendre également la question de l'accès à la terre. Quelle est la solution? On n'aurait pas tout le temps ici de dresser le tableau problématique de l'accès à la terre tel qu'il est évoqué, mais on dira, comme vous êtes en train de le prendre, que ceux qui sont dans les villages, dans les cantons, dans les arrondissements, estiment qu'on vient prendre leur terre pour faire de l'agriculture, qu'en tout cas eux ne peuvent pas se donner l'espace qu'ils devraient avoir pour réaliser les champs qu'ils veulent mettre en place. Comment on résout la question? Je pense qu'en fait, on ne peut pas développer un pays sans industrialisation. Si on n'a pas de grands industriels qui s'intéressent à la terre et qui viennent faire des investissements massifs, on ne peut pas développer le pays.
Et il est normal que les terres arables, à travers les politiques publiques, soient mises à disposition des investisseurs, des industriels. Mais également, les locaux ont déjà la terre. On va revenir à la question précédente parce qu'il faudrait apporter les moyens aux locaux de résister, entre guillemets. Il faudrait apporter les moyens aux locaux de se hisser à cette concurrence-là. Et c'est exactement là le maillon faible de la politique d'incitation actuelle qui favorise plus les industriels, les grands industriels qui arrivent avec des capitaux, avec des connaissances, avec de la formation et du matériel et qui ne permet pas une concurrence saine. L'ouverture économique, c'est également la concurrence saine, même si elle n'est pas pure et parfaite. Alors, il faudrait qu'on donne des moyens aux locaux déjà de se prémunir, de protéger leurs terres. Comment protéger leurs terres? En ayant accès à une production fiable et surtout à l'exportation. Donc, si on ne renforce pas les capacités, mais de manière volontariste, des producteurs locaux, même des petits producteurs locaux, on court à la catastrophe et aux problèmes qu'on rencontre déjà dans certaines communautés. Vous avez dit renforcement des capacités des jeunes Camerounais ou encore leur perfectionnement. On va voir dans la deuxième partie de ce reportage de Merveline Tapi que la coopération internationale s'intéresse à ce secteur-là et est mise à contribution pour renforcer les capacités des jeunes Camerounais pour leur permettre une réussite certaine dans ce secteur qui lui aussi, on le sait, est très compétitif. Regardons cette deuxième partie du reportage de Merveline Tapi sur l'accompagnement pour une réussite certaine des jeunes Camerounais dans l'agriculture. Grâce au groupe IAO, de nombreux jeunes étudiants ont l'opportunité d'aller parfaire leur formation en Israël, un État qui fait partie des principaux partenaires de l'IAO. Chaque année, des experts israéliens font le déplacement pour procéder à la sélection des candidats. Cette année, 6 écoles sont représentées pour environ 150 candidats, dont le tiers sera retenu. Dongo Ambassa est technicien supérieur en conseil agropastoral au Collège régional d'agriculture des Bolova. Il est venu accompagné de ses camarades pour participer aux entretiens pour 11 mois de stage en Israël. Ça s'est passé bien, des questions très simples. On veut juste savoir si vous êtes vraiment motivé pour l'agriculture et si vous pouvez venir faire quelque chose au retour du voyage en Israël dans le domaine agricole. Moi, je me sens déjà motivé. C'est vrai que je me posais beaucoup de questions dans la tête. Est-ce que c'est des questions pièges? Est-ce que bon, c'était vraiment facile et je me sens à l'aise. Je crois qu'avec les moyens qui seront mis en jeu, je serai de la partie aussi. Nous sommes très satisfaits des candidats. Nous avons réussi à en choisir plusieurs. Et dès la semaine prochaine, nous pourrons déjà dire qui sont les heureux élus. Et aussi, les étudiants, avec leur expérience et avec leurs attentes, se parlent. Ils parlent à chaque génération qui peut venir à chaque année. Et ça rend ça beaucoup plus facile et ils savent déjà à quoi s'attendre et où ils vont. En attendant les résultats de cette présélection, l'un des anciens candidats retenus pour le stage en 2013, André Bela, ici qui s'entretient avec l'ambassadeur d'Israël au Cameroun, partage son expérience avec nous. Je suis allé en 2013. Je suis allé 2013-2014 pour l'amélioration des conditions et nouvelles technologies et nouvelles variétés dans l'agriculture. Du retour, j'ai installé moi-même ma propre pépinière déjà et une plantation déjà. J'ai installé une plantation de cacaoyer en Banjok et une pépinière que je livre à l'heure actuelle à n'importe qui, une grande pépinière. Cette année, j'ai lancé 10 000 plants. Au-delà des stages, le représentant de l'État israélien au Cameroun effectue régulièrement des visites de travail à l'Institut agricole d'Obala. The reason why Israel is very active in Obala is because we identified 3 main motivations. The first one is that the Cameroonian economy is still largely premised on agriculture, unlike some other African economies. So if we want to cooperate with Cameroon, obviously we need to invest in agriculture. The second reason is that Israel has achieved
tremendous success in developing new types of agricultural technology, which naturally we would like to share with our Cameroonian partners and friends. And the third reason is because it's very important for us Israeli diplomats to reach out to the younger generation of Cameroonians. And the best place to do that are the schools. So Obala is one of the top agricultural schools not only in Cameroon but in Africa. Les fruits de cette coopération sont multiples. Techniques d'irrigation, adduction en point d'eau, culture de plusieurs variétés de fruits et légumes venus d'Israël. Un accompagnement qui ne saurait se limiter au seul groupe IAO. Most of these training programs are offered by Mashav. Mashav is our foreign aid and assistance arm of the Israeli Foreign Ministry. So if you access the website, you will find information on how to apply for a placement with these courses. Another possibility is to contact private Israeli academic institutions, for example, Tel Aviv University, Hebrew University in Jerusalem, the Galilee Institute, which offers scholarships to young African trainees free of charge. So that's another possibility. A third possibility is to approach Minader. And Minader, the Cameroonian Ministry of Agriculture, has plenty of information on possibilities that are open to young Cameroonian trainees. We are now hoping to launch a project for agro-business, which will eventually involve 5,000 young Cameroonians. And then what we are hoping to do is to train farmers and agricultural workers at how to convert the farm into a business, how to make money out of agriculture. Un autre partenaire et non des moindres, c'est le canton de Juras. Le seul parmi les 26 cantons que compte la Confédération suisse à avoir conclu un traité de coopération avec un État, en l'occurrence le Cameroun. Dans le cadre de cette coopération avec l'IAO, ce canton est représenté par l'ambassadeur de la Confédération suisse au Cameroun, qui siège d'ailleurs au conseil d'administration. Son Excellence Claude Altermat occupait encore cette fonction pendant notre enquête. Le développement agricole est tout à fait faisable et il faut, pour assurer la sécurité alimentaire, que les Camerounais et les Camerounaises aient une agriculture qui produise le plus de produits agricoles pour nourrir les Camerounais. Évidemment, le potentiel il existe dans ce pays et je constate depuis mon arrivée, mais ça fait bientôt 4 ans ici au Cameroun, la dynamique parmi les agriculteurs est quelque chose de réjouissant et même s'il y a des problèmes ici au Cameroun que vous connaissez mieux que moi dans le développement, l'agriculture, elle, a pris une bonne tournure et c'est un élément de stabilisation, de savoir qu'il n'y a pas de grands risques dans la sécurité alimentaire. Au-delà de l'appui financier dont bénéficie le groupe IAO, il s'opère également un transfert de technologie, dont la formation duale. Une technique qui a déjà fait ses preuves ailleurs. L'avenir des jeunes Camerounais, ce n'est pas d'avoir des diplômes des universités en poche, 3 diplômes. L'avenir, c'est d'avoir un poste d'emploi concret, où vous pouvez travailler chaque jour et vous avez un salaire pour nourrir votre famille. Et ça, c'est justement la réalité en Suisse, où il y a seulement un quart des jeunes qui vont dans des collèges et l'université, le 3/4 fait un apprentissage. Et dans le domaine de l'agriculture, les apprentissages seront toujours un succès, parce que les gens doivent se nourrir et manger, et votre pays a un énorme potentiel pour le développement agricole. Et les jeunes l'ont compris. Nous allons sur les traces d'un ancien étudiant de cet institut, aujourd'hui installé à son propre compte. Aux premières heures de la matinée, nous prenons la route de Fegmimbang par Okola, dans le département de la Leki. Installé ici depuis 8 ans, Jean-Christian y exerce des activités agro-pastorales. C'est le maïs qui est au centre de tout. Parce que pour notre consommation, d'abord familiale, nous consommons beaucoup de maïs. Sous diverses formes. Maintenant, il y a les bêtes que nous élevons. Nous
sommes obligés de cultiver ce maïs, de le mettre en place et le récolter, le sécher. Nous avons un crible là où nous le stockons. Il peut rester là 1 an. On prend la quantité qu'on veut et on fait la formule alimentaire pour les animaux. Et puis on compose, on écrase sur place. Donc le maïs est au centre, c'est le cœur même de l'activité. Sans maïs, on dépenserait plus d'argent à l'acheter. Donc ça a tenu un peu, ça a monté un peu les coûts. Bien que les activités de sa ferme reposent sur la culture du maïs, il pratique également la cacaoculture, la pisciculture et l'élevage de plusieurs espèces. Avant de monter sa propre affaire, il s'est formé pendant 2 ans. Une formation modulaire dans ce domaine précis qui lui a coûté 600 000 francs CFA. Une fois diplômé, il décide d'entreprendre une activité. Son capital de départ, 3 porcelets, 5 cobayes, un carton de poussin évalué à 50 000 francs CFA, soit un total de 300 000 francs CFA environ. Seul avantage pour lui, ses parcelles de terre offertes par ses parents. La première bande de porc que j'avais vendue, j'ai acheté ça à l'IAO, 3 porcelets, je les ai fait grandir, je les ai vendus à 600 000. J'ai livré au Mont-Fébé parce que je suis fournisseur au Mont-Fébé. J'ai livré là-bas, on m'a payé. Je suis reparti chez un éleveur en Fou, j'ai acheté des porcelets, encore 10. C'est avec ça que je suis venu me lancer ici. Et ici, j'ai commencé avec une porcherie qui avait 2 loges. Donc, au fur et à mesure que je développais l'activité, devenait grande, j'ajoutais une loge. Donc, et quelques années plus tard également, j'ai décidé de faire dans l'élevage de poulets de chair. Et j'ai mis en place également un bâtiment. Donc, les difficultés, en plus, c'est également, comme je vous dis, le voisinage, le milieu, l'environnement où on vit, c'est pas toujours évident, c'est pas facile. Malgré les difficultés, il persévère. Aujourd'hui, sa porcherie compte 8 loges avec un magasin et un bureau. Il avait une trentaine de porcs qu'il a vendus peu avant notre arrivée. Seuls 4 truies allaitantes occupent encore les lieux. Un business qui rapporte gros. Un cochon sévré à 45 jours coûte entre 30 et 40 000 francs CFA. Au bout de 4 mois d'engraissement, il peut atteindre les 100 kilos et peut être vendu à environ 100 000 francs CFA, ce qui lui permet de dégager un bénéfice d'environ 60 000 francs par animal vendu. Jean-Christian évalue son chiffre d'affaires annuel à approximativement 20 millions de francs CFA pour une masse salariale estimée à 500 000 francs CFA par mois. Il emploie de nombreux autres jeunes. Les temporaires, ils sont une dizaine. Mais les permanents, il y a un seul permanent qui est avec nous. Ils étaient 2, mais il y a un autre qui a commencé à accuser un peu la fatigue, la faiblesse. Donc il était un peu âgé. Il a pris sa retraite. Il était avec nous ici au départ à la création de la ferme. Oui. Donc actuellement, on a un seul permanent. Moi, mon salaire s'évalue environ à 300 000 francs le mois. Mon épouse également, quand on nous répartit, elle est dans les 160 000, 150 000. Bon, les temporaires, eux, ceux-ci par exemple, quand ils prennent par exemple 4 hectares, c'est 25 000 francs par hectare. Donc 4 hectares, ça fait 100 000. Le permanent qui est là, il a environ 47 000. Pour que la terre lui rende ce qu'il lui donne, il effectue un rituel à chaque fois qu'il met un plant de cacaoyer en terre. Lorsqu'on met un plant au sol, on doit lui transmettre ce qu'on veut de lui, ce qu'on attend de lui. Vous allez voir, je suis déjà en train de lui transmettre ce que j'attends de lui. Donc en creusant déjà, je dis à ce trou de bien l'accueillir. Voilà, demande de bien l'accueillir. Et puis quand je prends le plan, je lui dis voilà que j'ai fini de prendre soin. Alors je te déshabille parce que ces habits, ils t'empêchent de te mouvoir. Voilà, maintenant tu es bien, tu es sain. Alors je te mets au sol et je le mets avec les 2 mains. Vous voyez mes genoux sont au sol. Donc je lui dis s'il te plaît, fais-moi une bonne production. Selon M. Ekani,
l'activité comporte quelques risques non négligeables lorsqu'on y investit sans être formé au préalable. Le plus grand risque, c'est d'investir sans avoir une base dans le domaine agricole, agropastoral, c'est-à-dire sans formation aucune. Voilà, c'est le plus grand risque. Le plus grand risque. Il n'y a pas un risque qui dépasse celui-là. Parce que si vous investissez dans une activité que vous ne maîtrisez pas, vous allez mettre de l'argent, votre argent va aller en fumée. Et au bout d'un temps, vous allez dire que l'agriculture ne paye pas. Or, vous ne maîtrisez pas comment est-ce que ça se passe. Chez les Ekani, l'agriculture est une affaire de famille. Joachim, le fils aîné, est diplômé en conseil agropastoral. Après 2 ans de formation au Collège régional d'agriculture des Bolova, il a désormais la charge de redynamiser l'exploitation familiale à travers les nouvelles technologies. La vision, elle est très vaste, étant donné que c'est une entreprise que nous voulons qu'elle grandisse. Donc, une forme de société, quoi. Société d'abord familiale, après on essaie d'élargir. Au début, c'était vraiment un petit champ de maïs. Et aujourd'hui, nous avons des champs, des grands champs, nous avons des porcheries et autres. Donc, d'ici 10 ans, nous espérons vraiment développer ça à grande échelle, quoi. Ses sœurs, quant à elles, seront orientées vers l'accueil et la gestion agropastorale. Mais en attendant, elles s'activent auprès de leur maman, Monique Ekani, formée auprès de son époux. En agriculture, je fais le macabo, beaucoup plus, le manioc. Et à la fin de chaque année, je parviens à avoir des revenus qui me permettent de donner aussi un coup de pouce à mon mari. Cette famille se nourrit à 98% des produits de leur ferme. Seul le sel de cuisine et quelquefois l'huile de cuisson sont achetés. Comme quoi, la terre ne trompe jamais. Lucien Tamagmao, vous avez vu là des pays qui viennent aider à l'amélioration de la formation des jeunes Camerounais, au perfectionnement qu'il leur a offert sous d'autres cieux, pour le dire ainsi. Prenons d'abord cet aspect, parce que ça, c'est le bon côté de la coopération internationale. On évoquera tout à l'heure les APE. Comment vous appréciez ce que fait par exemple l'Israël ou le canton du Jura suisse, à Liao, Dobala, comme on vient de le voir? C'est simplement formidable. C'est simplement formidable de donner des opportunités à ces jeunes, à nos jeunes agriculteurs ou alors nos jeunes apprenants. Parce que finalement, on ne sait pas s'ils deviendront des jeunes agriculteurs ou alors des experts formateurs. C'est encore là le problème. Mais allez voir ce qui se fait en Israël, qui est un exemple élitiste en la matière de production agricole. Je pense que c'est une opportunité qui ne se refuse pas. C'est pareil en fait pour le canton de Jura. Encore une fois, c'est un canton qui investit dans une structure. Ça peut se faire dans le cadre de la coopération décentralisée également. Et donc c'est fort appréciable ces apports en connaissances qui sont... Et on voit qu'ils permettent aux jeunes formés en agriculture également de s'installer. Oui. Et là on peut regretter, c'est ce que vous étiez en train de dire, que l'État, je vous parlais de l'accompagnement qui doit aller jusqu'au bout. Mais c'est à l'État de le faire. Lui ne s'assure que de la formation, il ne va pas jusqu'à l'auto-emploi. C'est justement de ça dont on parle. Et c'est à l'État de le faire. Nous avons constaté que les attributions depuis une dizaine d'années du ministère de l'Agriculture se sont étendues. Et donc on ne peut plus parler forcément de bureaucratie, de goulet bureaucratique en fait au niveau des rôles des différents départements ministériels. Nous pensons que dans la chaîne entre guillemets de distribution des valeurs de la part du ministère de l'Agriculture, il pourra aller au-delà de ça et même encadrer les jeunes de cette manière-là. Avec la politique de décentralisation en cours, on a bonne foi et bonne espérance que cela se fera, mais encore une fois, ce ne sont que des exemples, des pilotes. Ce ne sont que des pilotes, et des pilotes, on en a eu beaucoup dans ce pays. Il est temps qu'on y aille et qu'on fasse une agriculture de masse et qu'on s'attaque également au mode de consommation des différents citoyens. Mais ça, comme vous l'avez dit, nous y reviendrons. Nous allons l'évoquer tout de suite puisque je vous le disais, nous avons d'un côté la coopération internationale qui est bien vue lorsqu'elle vient nous aider à renforcer les capacités des jeunes en formation agricole ou encore à leur donner des formations très appropriées et même pointues. Mais lorsque l'on rentre dans le champ de la consommation,
lorsque l'on voit les accords de partenariat économique, on commence à se dire qu'il y a un problème. Est-ce que c'est lié à nos modes de consommation? Est-ce que c'est nous qui ne nous sommes pas bien préparés pour aller à la rencontre des autres? Vous savez, on est déjà dans les APE. Au mois d'août dernier, l'impact des APE sur la balance des paiements a été, si mes chiffres sont exacts, d'un peu plus de 3 milliards. Ça a l'air symbolique aujourd'hui, mais dans 5 ans, vous multiplierez par 100. Voilà. Et donc, forcément, on est déficitaire. Vous avez constaté également depuis des années que les grandes surfaces, le modèle de distribution de l'alimentation, il y a une action offensive de la part des structures étrangères au sud du Sahara, notamment en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Vous avez des grandes marques qui se sont installées, je ne vais pas faire leur publicité ici. Vous avez 4 magasins d'une grande marque française qui seront installés à Yaoundé dans les 12 mois. Alors, si on se projette dans une dimension purement défensive en matière de veille, on va constater que l'agression est violente et qu'il faut trouver les moyens de se protéger. L'ouverture, c'est très bien. C'est très bien parce que ça permet également aux acteurs locaux de pouvoir s'exporter et partir. On se demande comment est-ce qu'on va se demander... Comment est-ce que nous allons nous-mêmes d'abord consommer camerounais, oui. Dans notre temps d'enfance, on a écouté des campagnes telles que celle qui disait « consommons camerounais ». Où est-ce que c'est passé? Il faut peut-être y revenir finalement. Oui, je suis même triste de devoir le dire à la télé, ça devrait être un réflexe. La consommation d'une denrée comme la baguette de pain, qui est l'un des aliments les plus vulgarisés, parce que aliment complet. Pourquoi est-ce qu'on a une balance des paiements déficitaire, une balance commerciale déficitaire? Si vous prenez le blé, c'est minimum 65 milliards, voire plus que ça, chaque année. Il suffit de changer la composante du pain et de décider de faire du pain avec de la patate douce sans enfreindre aux règles de l'OMC, mais d'apporter une certaine légifération dessus. Permettre de valoriser les cultures locales. Si vous introduisez la patate douce, pour parler de cet exemple-là, vous allez augmenter la production de patates, vous allez donner du travail en amont, dans la chaîne de valeur, vous allez apporter du goût parce que c'est un aliment sans gluten et qui est naturellement savoureux. Et on dira qu'il y aura une saveur locale. Voilà, qui est naturellement savoureux. Vous le mettez dans la baguette de pain, vous sortez une note, on est bien les notes dans ce pays, vous mettez une note qui dit maintenant toutes les boulangeries vont aller dans ce sens. Sortons toutefois avec une note d'espoir, parce que je suis certain que dans votre veille stratégique et votre regard dans le secteur d'intelligence économique, vous savez où se situe le Cameroun au regard de son potentiel, de l'état des lieux que nous venons de dresser. Si nous nous situons dans la zone CEMAC, vous nous direz que notre industrie agroalimentaire, notre agro-industrie, vous la situez comment? C'est un exercice qui ne me sied pas beaucoup parce qu'on se compare à ce qui ne se fait pas de mieux. Le Cameroun à l'intérieur ne doit plus se comparer aux pays de la CEMAC. Il faut dire les choses. Même ces pays-là le savent. L'existant en termes de diversification d'agro-industrie et d'agroalimentaire au Cameroun est déjà puissant. La preuve, les capitaines d'industrie s'installent dans les pays de la sous-région pour distribuer dans ces pays-là également. Il ne faut pas croire que le Cameroun importe seulement. Nous avons des acteurs qui s'installent dans le bâtiment, qui s'installent en matière d'industrie, qui s'installent dans l'agroalimentaire en Guinée équatoriale, dans ces pays qui nous accueillent. Donc le Cameroun ne doit pas se comparer. Donc le challenge sont au-delà. Le challenge vient des pays d'Asie du Sud-Est, le challenge vient du Brésil, le challenge vient d'ailleurs, le challenge vient même déjà du Rwanda, un pays qui ne produit pas le tiers de ce que produit le Cameroun. Le challenge vient déjà du Rwanda. Donc il faut se comparer à ce qui se fait de mieux et de manière humble appliquer ces méthodes-là, et puis je pense que nous pourrons entrevoir l'avenir différemment. Mais n'oublions pas, production, formation et vulgarisation. C'est ce que vous allez faire au CTA dans les prochains mois, mais si vous pouviez nous donner quelques lignes de la feuille de route, à quoi devons-nous nous attendre? Il fallait déjà mettre en place le CTA. Nous venons d'acquérir un bâtiment à Bonapriso, à Douala. La coopération avec l'Italie nous a permis, par le dynamisme du top management du CTA, dont je fais partie, d'acquérir un laboratoire clé en main. D'ici la fin de l'année, nous avons bon espoir que nous soyons livrés, que ce laboratoire-là commence déjà à accueillir des micro-industries locales ou même des grands industriels pour
pouvoir faire tourner la moulinette. Ensuite, nous comptons, n'est-ce pas, sur tous les partenariats et tout le tissu, toute la chaîne de valeur agroalimentaire, d'abord par l'État, le MINADER, parce que le CTA n'est pas dans une île déserte. Le CTA rentre, n'est-ce pas, dans ce dispositif d'État, dans ce volontarisme d'État, sous la maestria de son premier citoyen, tout simplement. Lucien Tamak Mahop, merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de Stratégie. Je rappelle pour nos téléspectateurs, s'ils nous rejoignent éventuellement à la fin de ce magazine, que vous êtes vice-président du Centre technique de l'industrie agroalimentaire CTA Cameroun. Votre expertise en intelligence économique et en veille stratégique est connue de la plupart des acteurs socio-économiques du Cameroun. Merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de Stratégie une fois encore. Ce fut un plaisir et à très bientôt. Merci. Mesdames, Messieurs, ma gratitude également à vous qui avez regardé, ainsi qu'à toute l'équipe de production, les reporters, mais également les cadreurs et toute la réalisation conduite par Alain Fongué. Rendez-vous dans un mois pour une autre édition de votre magazine. Bonsoir. Vous avez regardé Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Né sous un toit modeste, il a été un enfant imaginatif et spirituel. Sa rude formation au petit séminaire a bâti en lui la rigueur et le goût de l'excellence. Partout où il a été, il a pris l'initiative. Ce visionnaire ne s'est jamais contenté de rêver, il a toujours transformé ses projets en réalité. Quand il lance Comme News, magazine unique en son genre au Cameroun, il fait preuve d'une audace et d'un goût de risque dont seuls les leaders sont capables. Créateur du quotidien de l'économie, un autre de ses succès, lui c'est le master, Thierry Ekouti. Ne vous contentez pas de travailler, réinventez-vous chaque jour. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite.